Alors bonjour Monsieur le Président. Je vais me présenter, c'est Monsieur Antonio Mascantes Monteiro, si je bien prononcer, le président de Cap-Verde à partir de 2001, c'est ça? Non, jusqu'à 2001. Jusqu'à 2001. Voilà, c'est mon français. D'accord. Alors Monsieur le Président, on va vous poser quelques questions sur la diplomatie culturelle, parce que voilà, on est ici aujourd'hui dans l'Institut de la diplomatie culturelle. Alors ma première question est qu'est-ce qui est la diplomatie culturelle pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, vous voyez, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine. Je vais vous donner une définition très simple, la définition que l'homme de la rue peut vous donner. La diplomatie culturelle consiste à utiliser la culture comme moyen de favoriser le dialogue, la compréhension entre les hommes et entre les peuples. Alors, la diplomatie culturelle fonctionne sur le plan interne comme sur le plan externe, sur le plan international. Je crois que c'est ça la définition la plus simple, la plus claire. Bon, quand on dit utilisation de la culture, on pense à la musique, à l'art, on pense même à l'échange des étudiants, des professeurs, la collaboration entre des universités. Tout ça fait partie de la culture au sens large du terme. D'accord, c'est très bien. Et à propos de l'identité nationale du Cap-Vert, Oui. quels sont selon vous les traits typiques de cette identité et comment faire pour la promouvoir à l'étranger, par exemple, ou même à l'intérieur de votre pays? Quels sont les... Oui, ça c'est challenges. une bonne question parce que vous savez, l'identité culturelle est une question d'actualité. On en parle partout, on en parle souvent. Et au Cap-Vert, c'est une grande préoccupation nationale parce qu'on considère qu'on a une forte identité nationale et on essaye de l'utiliser pour faire connaître le pays, pour donner une bonne image du pays, de faire un peu de diplomatie culturelle. Et nous utilisons la culture surtout dans deux domaines essentiels. La musique. La musique du Cap-Vert est très connue à l'extérieur. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, nous avons la Césarève qui est décédée il y a 1 an et demi. Et aussi la littérature, parce que nous avons de très grands écrivains de langue portugaise qui sont originaires du Cap-Vert. Alors ce sont deux atouts que nous utilisons non seulement pour notre affirmation interne, mais pour être connus à l'extérieur. C'est vrai que la musique en ce moment a dépassé largement la littérature parce que l'expansion a été beaucoup plus grande. Mais en termes littéraires, nous sommes très connus, surtout dans le monde lusophone. Si vous arrivez en Angola, vous trouvez même des ouvrages des écrivains capverdiens qui sont utilisés à l'école, des romanciers, des poètes, et même au Portugal. Et pour cela, je crois qu'on essaie même maintenant d'utiliser la culture comme facteur de développement. Parce que comme j'ai dit dans mon intervention hier, la culture est conçue aussi comme facteur de développement. Elle peut contribuer à créer de la richesse pour un pays, pour n'importe quel pays. Et ça aussi, on est en train de l'exploiter. Et le Cap-Vert est un pays très spécial en ce sens que nous avons une communauté extérieure plus nombreuse que la population résidente. Oui. Et alors, cette dite diaspora contribue aussi et grandement pour le développement du pays. Non seulement en termes économiques, mais aussi en termes culturels. Parce que, vous savez, les communautés nationales à l'étranger véhiculent la culture nationale.
Et là aussi, c'est un atout considérable parce que nous avons une forte communauté aux États-Unis, une forte communauté au Portugal, une forte communauté en Angola, vous voyez, et même en Europe, les plus petites, mais en France, en Italie, et aux Pays-Bas, etc. Et moi j'ai une petite question. Vous, Monsieur le Président, vous participez à ces enjeux, vous jouez un instrument ou vous écrivez? Et sur ce point, je dois vous dire que je suis un mauvais Cap-Verdien. Parce que au Cap-Vert, presque tout le monde joue la guitare ou le violon, et moi, malheureusement, pas. Mais je dois vous dire que, bon, dans le temps, quand j'étais jeune, très jeune, je chantais un peu. Alors j'ai donné ma participation. Pas comme écrivain, pas comme musicien, mais j'ai chanté quelque chose. Alors, ma contribution culturelle. Alors, comme vous étiez, vous avez travaillé comme le président, vous avez représenté le pays, vous avez utilisé la diplomatie culturelle aussi dans les relations extérieures. Voilà. Oui, de temps en temps, oui, parce que dans chaque visite d'État, parfois on amenait des musiciens pour faire connaître la musique. Et vous avez chanté? Non, ça jamais. Ça j'ai fait quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, mais c'était la prime jeunesse. Mais on va chanter ce soir, donc vous êtes bienvenus. Non, pas du tout, parce que ouais, j'étais encore au lycée. Ça ne compte plus. D'accord. Non. Mais comment vous trouvez la place de la diplomatie culturelle en tant que président d'un pays donc vous trouvez que c'est avant tout les événements culturels qu'on peut amener à l'extérieur? Oui, exactement. Et je crois que c'est le rôle du président d'appuyer toutes ces manifestations. Même des organisations, même des manifestations qui ne sont pas organisées par l'État. Oui. Même des manifestations de la société civile. Oui. Moi, j'ai participé à plusieurs événements qui n'étaient pas organisés par l'État du Cap-Vert, mais par des Cap-Verdiens résidant dans un pays quelconque. Oui, exactement. Et là, on en profite pour aider, pour appuyer, parce que c'est très important pour nous. Et en tant qu'ancien président de la 3e conférence régionale sur le système de protection des droits de l'homme en Afrique et en Europe, comment est-ce que vous pensez que la diplomatie culturelle peut aider à promouvoir et protéger les droits de l'homme, surtout en Afrique? Oui, en Afrique, je crois que c'est fondamental parce que, comme vous savez, nous avons beaucoup de cas de violations systématiques de droits de l'homme en Afrique. Mais quand on voit l'origine de la question, mais pourquoi ces violations? Mais parfois c'est l'incompréhension, il y a des malentendus. Et s'il y avait un dialogue permanent entre les gens, oui, on pourrait éviter tout ça. Alors moi, je crois beaucoup à la diplomatie culturelle, parce que la diplomatie culturelle peut prévenir, vous voyez, des situations pareilles, peut éviter la violation des droits de l'homme et peut faire cesser cette violation. Oui. Alors la diplomatie culturelle, pour moi, c'est fondamental pour la préservation et la promotion des droits de l'homme. En tant que facteur préventif et en tant que facteur, oui, de cure. Voilà. La violation est déjà là, mais on essaye de l'éliminer. Voilà, c'était ma question en fait. Qu'est-ce que vous pensez que la diplomatie culturelle peut aider? Et vous avez des exemples peut-être? Bon, oui, parce que dans tous ces pays où on a eu des situations graves, de violations graves, bon, comment on a pu résoudre? Ça a été à travers du dialogue. C'est le dialogue interculturel, interreligieux et tout ça. Oui. Et maintenant, en Afrique, nous avons des problèmes très graves. Au Mali, en République centrafricaine, et sans parler des conflits plus anciens, comme la Somalie, vous voyez, ou comme d'autres cas. Mais là, la diplomatie culturelle a un rôle à jouer.
et un rôle très important. Très, très important. Même au niveau aussi de récent, comme à Mali par exemple. Non, exactement, parce qu'il y a toujours le phénomène culturel est là. Maintenant, ils ont le problème avec les Touaregs. Bon, les Touaregs invoquent leur identité culturelle pour revendiquer leur indépendance. Oui. Alors, c'est un conflit qui a une composante culturelle très forte. C'est un problème d'identité culturelle. Alors, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Voir quelles sont les solutions à apporter. Voir quels sont les remèdes à donner pour résoudre le problème. Et bon, changeons de sujet. Comment sont les relations entre le Cap-Vert et l'Union européenne, et est-ce que la crise économique européenne a eu une influence sur ces relations ou... Les relations sont excellentes. Oui. Et nous avons même un accord de partenariat avec l'Union européenne qui fonctionne très bien. Et heureusement pour nous, jusqu'à présent, la crise n'a pas affecté la coopération avec l'Union européenne. Et notre Premier ministre a été à Bruxelles il y a 2-3 mois. Il a reçu la garantie que le montant accordé au Cap-Vert n'a pas été touché. Ça va être maintenu. Alors, jusqu'à présent, la crise ne nous a pas affectés directement dans nos relations avec l'Union européenne. Est-ce que c'est une peur que vous avez Est-ce que c'est un risque, une peur que vous avez ou vous pensez Oui, que parce ça... que oui, c'est un risque. C'est pas une peur, c'est un risque parce que la crise continue. Si elle s'aggrave, l'Union européenne sera obligée de prendre des mesures d'austérité. Et l'austérité signifie disponibiliser moins de moyens. Et là, on pourra être affecté. On a cette préoccupation, mais jusqu'à présent, ça va, ça marche. Écoutez, merci beaucoup. Non, c'est à moi de vous remercier. Interview. C'est à moi de vous remercier. Et à la prochaine.